Eh bien, bonjour mes élèves de première, c'est Marco, votre professeur de SES, qui va donc vous présenter cette petite vidéo sur le corrigé du travail 3 que vous aviez à me faire et que vous m'avez fait individuellement, alors sauf une petite équipe qui s'est constituée là à Nucluc, j'ai pas trop compris. Pourquoi? C'est pas tellement l'esprit. Normalement, chacun doit faire son travail de son côté. Voilà, il faudra m'expliquer ça. Quelques petites réflexions d'ordre général. D'abord, je suis un peu déçu. Je trouve que c'était un peu, bon, c'est global, hein, c'est un peu vite fait, un peu pour certains. Ça sent un peu le travail fait à l'arrache à la dernière minute, quoi. Donc je pense que vous devez faire mieux que ça. Donc je me suis demandé pourquoi. J'imagine que l'éloignement, le travail à distance, le problème d'organisation, tout ça a dû jouer. J'imagine aussi que les annonces de notre ministre disant que le bac se ferait en contrôle continu a pu jouer aussi, parce que pour ceux qui vont abandonner l'aspect, du coup, il y a déjà une partie des notes qui sont acquises, donc tout ça a peut-être joué un peu sur votre motivation. Voilà, c'est un peu dommage, je pense que vous pouvez jouer le jeu quand même jusqu'à la fin de l'année au maximum, même ceux qui arrêtent, et puis surtout qu'on a quand même encore peu de temps à passer ensemble, puis des sujets intéressants à traiter. Voilà. Ceci étant, donc je vais quand même vous donner le corrigé de ce travail numéro 3. Alors, ce travail numéro 3, il portait sur donc le mode des financements des entreprises. Alors le premier travail, la doc 4, page 83, il y avait un tableau à faire pour montrer les modes de financement possibles, les avantages et les inconvénients de chacun. Alors on va les prendre ensemble. Alors les fonds propres, ce qu'on appelle les fonds propres, c'est donc ce qui appartient directement à l'entreprise. On va dire ce qui est dans ses caisses, qui est immédiatement disponible. Alors l'avantage évidemment c'est que on fait ce qu'on veut de son argent, l'entreprise n'a pas expliqué sa décision, il n'y a pas a priori de coût. Alors en fait, c'est un peu discutable, parce que quand une entreprise doit investir même son propre argent, elle se doit quand même normalement de comparer la rentabilité de cet investissement avec ce qu'elle aurait pu obtenir si elle avait mis son argent à l'extérieur. D'accord? Si elle avait par exemple placé en banque ou financé un autre projet. Donc en fait, il y a quand même peut éventuellement y avoir un coût. Et donc l'inconvénient de ce système, alors c'est d'abord ce qu'on appelle les coûts d'opportunité, c'est-à-dire que le marché est vivant, ici il y a des opportunités qui se présentent, et donc l'entreprise, si elle a un certain nombre de fonds qui sont disponibles, c'est pas forcément la bonne somme au bon moment. Donc il peut y avoir un peu de tension là-dessus. Et puis enfin, on y reviendra aussi, il y a tout ce qu'elle garde pour réinvestir, c'est tout autant qu'elle peut pas distribuer en termes de dividendes à ses actionnaires que si elle fait du profit. Donc il y a des actionnaires qui peuvent éventuellement trouver ça un peu dur et qui voudraient que l'entreprise distribue plus. Voilà, ça peut y avoir des débats internes, dans tous les cas des débats d'actionnaires. Alors le prêt bancaire, donc c'est une solution rapide, parce qu'on va avoir sa banque et puis on lui demande. En général, elle met assez peu de temps à dire oui ou à dire non. Donc quand il y a accord de la banque, c'est bien, quoi. Là, les fonds sont virés sur le compte, on peut démarrer immédiatement. Donc on est dans un domaine relativement certain, ce qui est toujours intéressant dans le business. Les inconvénients, donc il y a un coût, ça c'est normal, il y a un intérêt, donc qui va dépendre du marché financier. Voilà. L'autre inconvénient, c'est que éventuellement, ça arrive souvent, vous verrez si vous créez des entreprises, c'est que les banques peuvent demander aux entrepreneurs de se porter caution sur les prêts à titre personnel. D'accord? C'est-à-dire que là, l'entrepreneur va souscrire un emprunt pour son entreprise, mais si l'entreprise peut pas rembourser, à ce moment-là, c'est éventuellement lui, à titre personnel, qui sera
il sera sommé de rembourser. Donc ça peut être un autre inconvénient. Alors ensuite, on peut aller voir des groupes d'investisseurs. Alors les investisseurs sont des gens qui investissent, hein, donc il n'y a pas de mystère, donc il n'y a pas de coût, puisqu'effectivement dans ce cas-là, ces gens vont acheter des actions en général nouvellement créées, ce qui va faire une entrée de cash dans le capital de l'entreprise, dans ses fonds propres. Par contre, évidemment, les investisseurs, en échange de leur apport, vont demander donc des actions, vont obtenir des actions. Et donc ces actions, on leur donne des droits, deux droits essentiels, hein, le droit de siéger donc aux assemblées générales, donc d'avoir potentiellement leur mot à dire. Évidemment, plus ils ont d'actions, plus ils ont leur mot à dire. Ils peuvent voter, etc. Et puis ils peuvent aussi donc essayer de pousser l'entreprise à distribuer plus de profits, c'est-à-dire à avoir une vision des fois plus à court terme pour essayer de maximiser donc leur rendement, plutôt que d'accompagner l'entreprise sur le long terme. Donc là, il peut y avoir des discordances, des débats entre les actionnaires, et donc il peut y avoir une perte d'indépendance qui intervient si les investisseurs possèdent donc des actions de l'entreprise. Évidemment, ça dépend à quel seuil ils rentrent. Alors, entrer en bourse, ça c'est donc la création d'actions qui vont être proposées donc sur le marché de la bourse. Alors, moindre coût, mais encore une fois, c'est des opérations assez complexes et il faut évidemment passer par des intermédiaires spécialisés. On se pointe pas un matin à la bourse en disant voilà qui veut acheter mes actions. Tout ça s'organise, c'est extrêmement surveillé et donc il y a quand même des coûts techniques non négligeables quand on veut rentrer en bourse. Et puis il y a deux échecs, il y a toujours la perte d'indépendance, on en a parlé, puisque finalement on va avoir le public qui va devenir actionnaire de votre entreprise. Donc encore une fois avec des droits de vote et des volontés toujours de pousser donc la distribution de dividendes. Et puis on peut aussi éventuellement se faire jeter, quoi. C'est-à-dire que peut-être que le marché sera pas intéressé par la proposition d'action que vous allez lui faire. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu décevant parce que finalement on est gentiment éconduit. Alors ensuite on peut aussi faire appel à un organisme public. Alors l'intérêt là, sont surtout des conditions très avantageuses. Hein. L'organisme public va pas demander d'action, il va prêter de l'argent à un taux d'intérêt en général très faible, puisqu'en fait il veut aider l'entreprise. En général, donc c'est soit l'État, soit une région, soit un département qui estime que l'entreprise est importante, et donc il va essayer donc de lui faire entre guillemets un petit cadeau sous forme d'un prêt avec des conditions particulièrement avantageuses. L'inconvénient là, c'est plutôt qu'on va avoir affaire à une administration, donc ça peut être long, ça peut être compliqué, peut y avoir des revirements politiques, tout ça peut être assez complexe à gérer, et donc c'est pas forcément adapté en termes de rapidité, vous voyez, en termes de performance, de côté d'être immédiatement disponible, c'est pas quelque chose en général qui est formidable. Voilà. Et puis ensuite, il y a le crowdfunding. Alors, on n'en a pas parlé dans le cours. Alors rapidement, les avantages, donc c'est moindre coût. Encore une fois, on va offrir donc des propositions sur une plateforme en général internet de crowdfunding pour collecter donc des fonds. Et puis voilà. Alors il y a plusieurs formes. On va y revenir. Les inconvénients, d'abord, c'est que comme tout, ça doit s'organiser, se préparer. Donc tout ça demande quand même du temps, de l'argent et des spécialistes. Et puis ensuite, évidemment, c'est comme l'entrée en bourse. Une fois qu'on a fait notre proposition à la foule, crowd, on n'est pas sûr qu'elle sera intéressée. Donc c'est quelque chose d'assez long et d'assez incertain. Alors, puisque je n'ai pas parlé de crowdfunding, je vais insérer là une petite vidéo sur le crowdfunding et je vous reprends après pour la suite du corrigé. À tout de suite. Le crowdfunding, ou financement participatif, est un mode de financement qui s'appuie sur la participation financière d'une foule, crowd en anglais, pour subventionner un projet. Ce mode de financement repose sur le principe qu'il est moins risqué et donc plus facile de convaincre une multitude de personnes d'investir peu qu'une seule personne beaucoup.
De nombreuses plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank ont pour but de mettre en relation les entrepreneurs en recherche de financement et les internautes intéressés pour les financer. Comment cela fonctionne-t-il? Il existe 4 types de crowdfunding avec des plateformes dédiées. Le don. Le porteur de projet reçoit des fonds sans avoir à fournir de compensation, simplement car les internautes apprécient son projet. Néanmoins, il arrive qu'une contrepartie symbolique soit proposée comme une mention des donateurs ou des produits dérivés. La prévente, c'est le plus courant des crowdfunding. L'entrepreneur met en vente un futur produit à des tarifs préférentiels. L'argent reçu lui permettra de réaliser les investissements nécessaires à la réalisation du produit qui sortira quelques mois plus tard. Le prêt, l'entrepreneur emprunte auprès des internautes et les rembourse chaque mois avec les intérêts. L'equity, il y a vente d'une partie de l'entreprise sous forme d'actions aux internautes qui deviennent actionnaires à part entière. La sélection d'une plateforme adaptée au type de financement recherché est donc primordiale. D'autres critères, tels que le taux de succès, les montants demandés ainsi que l'audience de la plateforme, sont à prendre en compte. Les plateformes se rémunèrent en prenant un pourcentage entre 5 et 11% de la somme récoltée lorsque le projet aboutit. Une fois une plateforme identifiée, il faut définir le temps et le montant de la campagne de financement. La majeure partie des contributions arrive au début et à la fin de la campagne. Elle doit donc être suffisamment longue pour créer une dynamique et toucher le plus de personnes possible, mais assez courte pour éviter que les prospects mettent trop de temps à participer et à se décider. Par conséquent, le succès de votre campagne de financement dépendra de la capacité à créer une dynamique autour de celle-ci. Pour cela, il est nécessaire d'avoir du matériel promotionnel prêt en amont et de continuellement créer du contenu pour maintenir l'intérêt. L'équipe devra également se tenir prête à répondre aux interrogations des internautes avec rapidité pour les rassurer. Tout cela est chronophage et représente un budget auquel s'ajoutent des dépenses propres aux plateformes et d'éventuels frais juridiques ou d'audit. Ainsi, chacun y trouve son compte. L'entrepreneur reçoit l'argent nécessaire au développement de son projet. De plus, ce succès lui permet de prouver qu'il y a un marché, ce qui facilite sa recherche de financement auprès d'autres acteurs. Quant aux personnes finançant le projet, ils aident une jeune entreprise à se développer, financent un projet qu'ils ont à cœur et, dans certains cas, ont la possibilité de faire une plus-value sur quelques années. Donc on se retrouve donc pour la suite du corrigé après ces explications donc sur le crowdfunding qui j'espère était clair, en tous les cas je pense largement plus clair et complète que tout ce que j'aurais pu vous dire. Alors les solutions, est-ce que toutes les solutions sont envisageables pour les entreprises? Non. Les solutions vont dépendre d'un certain nombre de critères, donc j'en ai listé 4 ici. Le premier, c'est la taille de l'entreprise. On en a déjà évoqué ça, c'est-à-dire que vous doutez bien qu'une entreprise de petite taille, par exemple, ne va pas pouvoir aller sur les marchés financiers, ne va pas pouvoir aller en bourse, va même souvent pas intéresser les investisseurs. Donc voilà, donc les petites entreprises vont plutôt se tourner vers les banques et les grandes entreprises auront évidemment plus d'options. Il y a aussi la notoriété. Si vous êtes une entreprise très connue, ça veut dire certainement une entreprise de taille importante, eh bien vous avez plus d'options que quand vous êtes une société que personne ne connaît. Le secteur d'activité peut jouer aussi. Il y a des secteurs d'activité porteurs, si vous êtes dans les high-tech, l'informatique, etc., il y a certainement plus d'options, vous ferez rêver plus de gens que si vous êtes sur un secteur d'activité qui est un peu en perte de vitesse. Et puis il y a les performances économiques qui jouent également. Si vous êtes en pleine forme, vous dégagez du profit, vous avez de la croissance, bien certainement vous allez aussi avoir plus d'options que si vous êtes une entreprise qui a du mal à finir ses fins de mois. Voilà. Alors pourquoi les entreprises doivent-elles faire appel à de multiples modes de financement? Eh bien, parce que simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, les entreprises sont globalement des agents à besoin de financement, donc elles cherchent souvent de l'argent, cherchent des fonds. Et donc, vous avez vu qu'elles ont une palette d'options qui est disponible, et donc elles sont en phase d'un choix et elles essayent de faire ce qui est possible à un moment donné, le meilleur choix pour elles. D'accord? Donc elles vont essayer évidemment de minimiser les risques d'échec, réduire les coûts,
faire des arbitrages avec la perte d'autonomie pour trouver la solution qui finalement leur apparaît la meilleure. Donc c'est une véritable décision des actionnaires et du management et des actionnaires des entreprises pour trouver à chaque fois la meilleure solution au meilleur moment qui correspond donc aux objectifs de l'entreprise. Alors le travail suivant, le travail 7 du bilan, page 82, bon c'était assez simple. Donc l'entreprise a les moyens de financer son investissement. Si son EB est positif, l'entreprise est donc bénéficiaire et peut réserver une partie de son excédent à l'investissement. Sur le financement externe, il peut être direct. L'entreprise va émettre des titres financiers, donc soit des actions qui sont une participation au capital de l'entreprise, ou des obligations, qui est une forme donc de prêt. Soit donc de manière indirecte, les institutions financières prêtent les capacités de financement des agents en capacité de financement de l'entreprise. Le cas typique, évidemment, c'est celui du prêt bancaire, puisque la banque permet un financement indirect, un financement intermédiaire, comme on l'avait déjà vu. Alors sur la petite vidéo, on vous demandait donc quelles sont les différentes formes d'emprunts possibles. Donc il fallait faire la distinction entre les emprunts directs, on l'a vu, émission d'obligations donc sur les marchés, ou indirect, c'est-à-dire faire un emprunt via sa banque ou via une banque. En déduire, comment un entrepreneur peut-il trouver les capitaux nécessaires à son activité sans recourir à l'emprunt? On l'a vu, c'est dans ce cas-là, s'il ne veut pas emprunter, il est obligé de trouver de nouveaux investisseurs qui vont donc acquérir des actions de son entreprise, et donc son capital va s'élargir de façon à faire rentrer donc des nouveaux investisseurs. Il peut le faire également, alors ce qu'on appelle du financement participatif, c'est-à-dire par ses employés ou par des business angels, on a déjà évoqué ça. Je vous rappelle que l'intérêt des business angels, c'est pas seulement donc de rentrer dans le capital, mais c'est aussi d'apporter un accompagnement à l'entreprise par des conseils, une ouverture du carnet d'adresse, etc. Et la dernière question, pourquoi les sources de financement sont-elles différentes selon la taille de l'entreprise? On l'a déjà évoqué dans l'exercice précédent, parce que suivant la taille de l'entreprise, il sera plus facile de recourir à une forme de financement déterminée. Par exemple, l'émission d'actions suppose que l'on soit connu, qu'il y ait une notoriété, une taille, des moyens que les petites ou moyennes entreprises ne peuvent généralement pas atteindre. D'accord ? Donc généralement les PME, les petites et moyennes entreprises, vont se tourner vers un financement donc intermédiaire par les banques sous forme de prêts, alors que les grandes entreprises auront plus d'options. Ils peuvent aussi faire des prêts auprès de leurs banques, mais ils peuvent aussi accéder au marché financier, rentrer en bourse, émettre des obligations, élargir leur capital, etc. Voilà. Donc nous avons fini ce corrigé. Donc je vous invite à regarder vos travaux respectifs. Je les ai annotés. Et puis on se retrouve très très vite pour une vidéo que j'espère passionnante sur le financement de l'État, qui sera la 3e partie du chapitre sur le financement des agents économiques. Je vous salue bien, portez-vous bien et à très vite.